Bonjour et bienvenue dans mon vlog. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre assez intéressant. Je pense que je vous avais promis de partager avec vous quelques-unes de mes aventures livresques. Donc, si je ne vous l'avais pas promis, bon, je vous le redis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre euh, qui est sorti très très récemment et qui m'a beaucoup, disons, interpellé et m'a notamment permis de repenser ma startup, de repenser mon business plan, mon business model, de repenser en fait tout un ensemble de choses. Ce livre, vous le connaissez sans doute, vous connaissez l'auteur. Euh, il l'était déjà à partir de l'année 2017, si je ne me trompe pas, auteur d'un autre livre tout aussi bien connu dans le monde francophone. Il s'agit de Kako Nobuko, qui a fait sortir récemment ce livre qui s'appelle L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance euh, aux éditions Odile Jacob. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas une pub que je voudrais lui faire, mais c'est juste que euh, avant de pouvoir mener à bout la modélisation de la startup, je me suis vraiment mis à lire beaucoup d'auteurs différents d'origine africaine, entre autres, pour vraiment comprendre si j'étais dans la bonne lancée, dans la bonne direction. Et puis je pense que les infos que ce livre contient permettraient à de jeunes entrepreneurs qui sont déjà sur la route de l'entrepreneuriat de repenser un certain nombre de leur business, de leur modèle d'affaires. Alors, le livre s'appelle Urgence africaine, tout comme je pense la vidéo. Euh, et en gros, j'ai essayé de faire un résumé et une critique, mais une critique qui n'est que qui ne provient que de moi, ma vision en fait des choses, en gros. Non, en lisant Kako no Buko, je me rends compte d'abord d'une chose, du cri d'alarme pour notre planète. D'abord notre planète. Et ensuite du cri d'alarme pour notre continent, le continent africain. Euh, et troisièmement, du cri d'alarme pour le continent européen et entre autres l'Union européenne. La première des choses qui m'a frappé, c'est la croissance de la population. Euh, Dans ce livre, Kakolobupo nous dit que d'ici 2050, et selon les statistiques, il y aurait à peu près 2,5 milliards d'Africains à cet horizon-là. Et là, moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il y a vraiment urgence. Il y a urgence, euh, mais c'est également effrayant, très effrayant et excitant. Il y a urgence parce que ça fait mal à chaque fois de voir ces jeunes gens de mon âge, ou moins que mon âge, traverser la Méditerranée, euh, chavirer et être tout simplement à la une des journaux en Occident. Euh, je me suis posé beaucoup de questions dans ce sens-là. Parmi les questions que je me suis posées, c'est finalement qui va nous nourrir, nous assurer l'avenir et surtout comment nous allons nous en sortir avec le changement climatique. C'est des questions auxquelles notre génération aujourd'hui essaie de répondre. Notamment, je sais qu'il y a beaucoup, je ne peux pas évoquer beaucoup de startups africaines aujourd'hui qui se sont lancées euh, dans la recherche de réponses pouvant permettre vraiment
un développement de l'Afrique, mais ils sont nombreux, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les nouvelles technologies, que ce soit dans l'emploi. Euh, j'ai retenu également un fait important que je ne comprenais pas beaucoup, que je ne comprenais pas très bien avant. C'est la lutte pour ou contre le franc CFA. Cela m'a permis euh, de me rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a deux formes d'économie africaine, chose que je n'avais pas trouvé pertinente, ou plutôt qui ne passait pas avant. Je n'arrivais pas à faire cette distinction. C'est l'économie informelle et l'économie formelle. On va commencer par la dernière. Donc, l'économie formelle qu'on retrouve généralement dans les zones urbaines et qui participe à la fiscalité des États. Et à côté, nous avons ce qu'on appelle donc cette économie informelle que l'on rencontre dans les zones périphériques des villes et généralement dans les villages, mais aussi sur certaines frontières interétatiques. Euh, cette économie, l'économie informelle, en général, euh, n'est pas sujet à imposition. Et l'une des conséquences de cette économie, c'est qu'elle elle n'a pas d'infrastructure. Par exemple, on ne verra pas une maman loco par exemple, qui vend sur le bord de la route. Elle n'a pas une boutique, elle n'a pas un restaurant où elle peut vendre. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas protégée des aléas, par exemple, climatiques. Quand il pleut, elle est obligée d'arrêter son business. Euh, voilà. Donc, derrière ça, on a donc ces deux formes d'économie et aucune des deux, à mon sens, en Afrique, n'est meilleure que l'autre. C'est juste, c'est comme deux États qui se superposent. Un État officiel que l'on présente devant la face du monde, et puis cet État profond, pour ne pas entrer dans la polémique, mais où on a quand même une grande frange de la population qui vit de ça. Euh, le souci, c'est qu'avec cette économie informelle, euh, on a, les acteurs n'ont également pas droit d'accès, par exemple, aux droits sociaux ou même à une retraite décente. J'ai également retenu que l'une des choses possibles, c'est que d'ici 2050, l'Afrique soit industrialisée. Et là, c'est possible. Et ça, j'y crois. Parce que de jeunes filles et de jeunes gens se battent et construisent des entreprises dans toutes les sphères de la vie que l'auteur, donc Kako Nuguko, a classé par économie dite de couleur. Je fais un petit résumé. Alors, il prend par exemple l'économie verte pour tous ceux qui sont engagés dans l'industrie de l'écologie, l'économie bleue pour tout ce qui est maritime, l'économie transparente pour tout ce qui est une économie de réseau qui nous permettent par exemple de pouvoir mener un audit décentralisé auprès de la façon, enfin auprès des autorités, des ministères, de l'action du président. Il a parlé également de l'économie mauve qui s'apparente à la culture, à l'art. Jusqu'à très récemment, on ne, c'était rare de parler de l'art africain, c'était rare de parler des musées africains. Je suis allé il y a quelque temps visiter le musée Jacques Chirac et honnêtement j'ai eu le cœur très serré parce que j'ai vu beaucoup euh, de nos objets d'art euh, qui, tu vois, des objets qui appartiennent à des religions ancestrales, qui appartiennent à
initiations secrètes qui étaient juste affichées là, qui ont appartenu à monsieur ou madame X et qui les a léguées au musée avant sa mort. C'est c'est à la fois, d'une part, je trouve que c'est bien que ici, que les Occidentaux euh, aillent dans ce musée-là pour se rendre compte de la richesse de l'Afrique. Mais de l'autre, euh, je fustige ce que je pourrais pas appeler un manque de tact. Parce que nous sommes entrés dans un monde inclusif et lorsqu'une chose est sacrée, il faut faire en sorte que l'endroit où cette chose est soit considéré par ceux qui viennent la visiter comme sacré. Je comprends que la culture africaine et la culture occidentale est différente, mais pour des masques sacrés, pour des statues et des statuettes sacrées, je pense que les mettre tout simplement dans une vitrine, bien dans un vitrage, ce n'est pas décent. Et une expérience que j'ai vécue en visitant ce musée, c'est à un moment, à force de passer d'œuvres d'art en œuvres d'art ou c'est assez difficile pour moi de voir une statue sacrée être appelée simplement une œuvre d'art. Ça veut dire que derrière, il n'y a pas une valeur intrinsèque, alors que dans la culture africaine, on a cette valeur intrinsèque. On la vit chaque fois. Donc, quand je suis passé devant les portes du palais de Béhanzin, quand je suis passé devant sa statue qui disait un des accompagnants a été saisi pour signifier la victoire à l'époque de la France coloniale sur le royaume de Béhanzin. J'ai eu un pincement de cœur. J'ai eu ce sentiment qu'en tant qu'Africain, j'étais comme exposé, quoi, comme une chose qu'on expose pour dire voilà, vous voyez là, voilà, on a conquis, voilà les restes, c'est notre façon. Enfin, c'est un peu dirty, je trouve. Et je suis aussi dans l'attente pour voir ce que la proposition du président Macron va donner, parce qu'il faut quand même une certaine restitution euh, d'une partie au moins de notre culture pour nous permettre de vivre euh, une réconciliation, non seulement entre nous, mais entre nous et l'Occident, parce que désormais, de plus en plus, les relations entre les différents États africains et surtout les différents peuples africains et les peuples d'Occident, les peuples d'Asie, etc., vont se faire d'égal à égal. Et concernant justement l'Occident, il faut qu'on parle de réconciliation. Ça doit se faire.